Le Talata Ender, ou l'épopée d'une résistance féminine sénégalaise à l'esclavage. Les faits se sont passés en novembre 1819. À cette époque, le Waalo constituait une province prospère située à l'embouchure du fleuve Sénégal. Ses habitants, de paisibles cultivateurs, vivaient du commerce avec les caravaniers du commerce transsaharien et avec les gens de Saint-Louis, première capitale coloniale du Sénégal. Le fleuve séparait le Waalo de la Mauritanie où étaient notamment établies les tribus Trarza. D'eux, on ne savait jamais à l'avance s'ils débarqueraient en client pour échanger des marchandises ou en ennemi pour se ravitailler en captif. Cette année-là, une longue période d'accalmie avait succédé aux violents affrontements dont les guerriers maures et les alliés tout couleurs étaient une fois de plus sortis vainqueurs. On était au début de la saison sèche. Nder vivait un peu au ralenti. Le Braque, autrefois le roi, était à Saint-Louis pour se faire soigner d'une mauvaise blessure reçue lors de la bataille de Ntagar contre les Maures justement. Comme à l'accoutumée, les dignitaires du royaume étaient du voyage et une bonne partie de la cavalerie les accompagnait. Ce mardi, comme tous les autres jours, les hommes avaient rejoint les champs à l'aube. La daba, c'est-à-dire la houe traditionnelle, sur l'épaule. D'autres s'étaient rendus à la sâche, tandis qu'un troisième groupe avait pris la direction du fleuve où étaient amarrés leurs barques de pêcheurs. Seuls quelques tchédos, c'est-à-dire les soldats, étaient restés en garnison et s'occupaient à astiquer nonchalamment leurs grands fusils de traite. Dans le village, aux cases rondes livrées aux femmes, aux enfants et aux vieillards, régnait l'animation du quotidien. Les coups de pilon et une ronde saccadée redoublaient d'ardeur à moudre le mille. Les femmes vaquant à leurs occupations s'interpellaient à l'intérieur des concessions. D'autres s'affairaient autour des greniers où étaient entreposées les dernières récoltes. Quelques-unes enfin bavardaient tranquillement sur la place du village, tandis que les jeunes enfants se pourchassaient bruyamment autour de l'arbre à palabres où, le soir venu, les anciens avaient coutume de dérouler les histoires du passé. Soudain, un cri d'effroi troubla la quiétude des lieux. En un instant, les rires se figèrent, les pilons tombèrent, les concessions se vidèrent. Tous les regards convergèrent vers la femme qui venait de franchir en trombe l'entrée du Tata, ce mur d'enceinte en brassage et terre glace censé protéger les villages en cas d'offensive. La main agrippée à une calebasse ruisselante d'eau. Bien que vidée de son contenu, la femme haletait, terrorisée. Les Maures, les Maures, les Maures sont là, ils arrivent. J'étais au bord du lac de guerre et je les ai vus à travers les réseaux. Une armée de Maures. Ils ont avec eux une troupe de tout couleurs conduite par le chef Amar Ould al-Makhtar. Ils s'apprêtent à traverser le fleuve et viennent vers le village. Toutes les femmes crièrent en même temps. Elles savaient que leur sort les attendait. Les Maures avaient repris les razzias pour s'approvisionner parmi les autochtones. Un grand nombre d'hommes, de femmes, d'enfants seraient arrachés à leur famille pour être vendus en esclaves aux riches familles d'Afrique du Nord. Cela avait toujours été ainsi, et en Nder, on y avait perdu bien des fils et des filles. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, postés sur l'autre rive du fleuve, les cavaliers enturbanés venus du désert s'apprêtaient à lancer leurs chevaux à l'assaut du village. Les femmes décidèrent aussitôt d'organiser la résistance avec les soldats demeurés sur place. À la hâte, elles expédièrent les enfants dans les champs avoisinants sous la conduite de leurs aînés, afin qu'ils se cachent dans les hautes tiges du mil.
Puis, elles se précipitèrent dans leur case pour en ressortir vêtues de boubous et de pantalons bouffants. Qui d'un époux, qui d'un père, qui d'un frère, les cheveux dissimulés sous de gros bonnets d'hommes. Elles s'étaient munies de tout ce qui pouvait servir à leur défense, coupe-coupe, lances, gourdins et même de vrais fusils qu'elles s'apprêtaient à manier pour la première fois. Amazones d'un jour, ces femmes se battirent avec l'énergie du désespoir. Servantes, paysannes, aristocrates, jeunes, vieilles, elles s'engagèrent animées de leur seul courage. Dans leur chant de célébration à la mémoire de ces femmes d'exception, les griots illustrateurs des pages de l'histoire africaine assurent que ce jour-là, elles tuèrent pas moins de 300 morts. Le combat était cependant inégal. Les Tiédos furent rapidement exterminés. Des rigoles de sang bouillonnant s'épandaient en une boue rougeâtre sur le sol de terre battue, ça et là jugés pêle-mêle des cadavres et des blessés agonisants. Face à la farouche détermination des survivantes, qui, bien que désarmées, étaient supérieures en nombre à la colonne ennemie, le chef Amar ul-Maktar lança à ses troupes l'ordre de dispersion. Les cavaliers du désert rangèrent leurs sables. Vexé d'avoir été tenu en échec par de simples femmes, disent-ils, le chef Moor savait cependant qu'elles ne pouvaient résister trop longtemps malgré leur bravoure. Ne voulant pas risquer d'abîmer la marchandise, il comptait revenir plus tard afin de les prendre vivantes pour en tirer un meilleur prix sur le marché d'esclavage. Les femmes du Waalo se sentirent perdues. À bout de force, elles ne pouvaient soutenir une seconde attaque. Les hommes avaient tous péri et le messager qui s'était précipité à la recherche de secours arriverait sûrement trop tard. Tout espoir était vain. C'est alors qu'une voix s'éleva au-dessus de la clameur, des lamentations et des hurlements de douleur. C'était Mbarkadia, la confidente de la Linguère, la reine Fati Amar. Elle seule savait se faire obéir des courtisanes énergiques et autoritaires qui entouraient la reine. Prenant appui contre l'arbre à palabres, parce qu'elle-même était blessée, elle se mit à haranguer ses compagnes. Femmes de Nder, dignes filles du Waalo, redressez-vous, renouez vos pagnes, préparons-nous à mourir. Femmes de Nder, devons-nous toujours reculer devant les envahisseurs? Nos hommes sont loin, ils n'entendent pas nos cris. Nos enfants sont en sûreté, Allah le Tout-Puissant saura les préserver. Mais nous, pauvres femmes, que pouvons-nous contre des ennemis sans pitié qui ne tarderont pas à reprendre l'attaque? Pourrions-nous nous cacher sans qu'ils nous retrouvent? Nous serons capturés comme le furent nos mères et nos grands-mères avant nous. Nous serons traînés de l'autre côté du fleuve et vendus comme esclaves. Est-ce là un sort digne de nous? Répondez, répondez enfin. Répondez au lieu de rester là à gémir. Qu'avez-vous donc dans les veines? Du sang ou de l'eau de marigot? Préférez-vous qu'on dise plus tard à nos enfants et à nos descendants: vos grands-mères ont quitté le village comme captives, ou bien vos aïeuls ont été braves jusqu'à la mort? La mort? Mais que dis-tu, Barkadia? Oui, mes sœurs, nous devons mourir en femmes libres et non vivre en esclaves. Que celles qui sont d'accord avec moi me suivent dans la grande case du Conseil des sages. Nous y entrerons toutes et nous y mettrons le feu. C'est la fumée de nos cendres qui accueillera nos ennemis. Debout, mes sœurs, debout, puisqu'il n'y a plus d'issue. Mourons dignes en femmes du Waalo. Le soleil était maintenant haut dans le ciel. Un silence angoissant s'abattit sur le village. Mouillette
De désespoir, les femmes s'avancèrent lentement vers la vaste case qui s'élevait imposante au milieu du village. Pas une n'avait osé s'opposer à Barkadia, de crainte que l'écho de leur couardise ne rejaillisse sur leur descendance. Une dernière fois, elles contemplèrent le décor familier de leur quotidien, laissèrent traîner le regard embué de larmes sur les volailles affolées des greniers pillés, des pilons abandonnés sur le sol, les marmites renversées, les cases éventrées et tous les cadavres de proches qui commençaient à gonfler sous l'effet de la chaleur. Alors elles s'entassèrent dans la case principale. Quelques jeunes mères qui n'avaient pas pu se séparer de leur nouveau-né les serraient contre leur sein. La dernière à pénétrer dans la pièce était enceinte et près à son terme. Mbarkadia ferma la porte. D'un geste précis, elle enflamma une torche et sans même un tremblement, la lança contre l'une des façades de branchage. Aussitôt jaillit un immense brasier. À l'intérieur de la case, les femmes enlacées, serrées les unes contre les autres, entonnèrent, comme pour se donner un dernier sursaut de courage, des berceuses et de vieux refrains qui, depuis leur enfance, avaient rythmé leurs activités. Les chants commencèrent à faiblir, aussitôt remplacés par de violentes quintes de toux. C'est alors que la future mère, guidée par un instinct de survie, poussa violemment la porte d'un coup de pied et, happant une coulée d'air, se précipita à l'extérieur. Elle s'évanouit sur la terre battue. Celles qui vivaient encore ne bougeaient pas. Quelques-unes eurent le temps de murmurer qu'on la laisse. Elle témoignera de notre histoire et le dira à nos enfants, qui le raconteront à leurs fils pour la postérité. Celles qui n'avaient pas encore été asphyxiées continuèrent à chercher dans leur champ de supplice le courage de rester dans ce cercueil incendiant. Et les voix s'éteignirent peu à peu. Tout à coup, un effroyable craquement dominant le crépitement des flammes. L'archapente du toit venait de s'affaisser sur les corps. Un silence de mort accueillit les hommes arrivés trop tard au secours du village. Toutes les femmes d'Ender avaient péri, sauf une. Les anciens affirment qu'à ce moment-là, de gros nuages voilèrent le ciel et tout devint obscur. Comme pour cacher la douleur de leur père, de ses fils et de ses époux anéantis par un désespoir. Un désespoir que ni leurs cris, ni leurs larmes, ni même le temps ne sauraient apaiser. À partir de ce jour, et pendant très longtemps, s'instaura dans le village d'Ender un rite connu sous le nom de Talata Ender pour honorer la mémoire de ces héroïnes. Chaque année, un mardi du mois de novembre, aucune activité ne venait troubler cette journée de souvenir. Et pendant de longues heures, hommes et femmes, jeunes et vieux, restaient enfermés à l'intérieur de leur concession pour prier et rendre hommage au sacrifice des femmes de terre. Aujourd'hui, ce petit village du Waalo est livré à l'abandon et à l'effacement de la nature. Aucune commémoration ne vient plus rappeler la page d'histoire qui s'y est écrite.